Imaginez qu'une bombe nucléaire fonce droit sur vous et que vous avez une dizaine de minutes pour la stopper. Vous feriez quoi? C'est justement la question au cœur de A House of Dynamite, disponible sur Netflix, et on en parle tout de suite. Si on gère mal cette histoire, aucun de nous sera vivant demain. Salut à tous, c'est Alexandre et aujourd'hui on s'intéresse à un nouveau film Netflix et pas des moindres avec A House of Dynamite de Kathryn Bigelow. C'est peu dire que j'attendais avec impatience ce film puisque j'aime beaucoup le cinéma de Kathryn Bigelow et qu'on ne l'avait malheureusement pas vu depuis 8 ans. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la réalisatrice de Point Break, pour citer son film le plus populaire. Oui, c'est celui avec Keanu Reeves et Patrick Swayze qu'adore Brice de Nice. Tout est dans Point Break. Tout. Bon, plus sérieusement, c'est une cinéaste incroyable qui a réalisé d'excellents films entre Aux frontières de l'aube, Strange Days, Des mineurs, pour lesquels elle a reçu l'Oscar de la meilleure réalisation, Zero Dark Thirty, et donc Détroit, qui était son petit dernier en date, sorti en 2017. Mais alors pourquoi on a dû attendre aussi longtemps ? Parce que malheureusement, elle a connu pas mal d'embûches, car oui, même quand vous êtes une cinéaste hollywoodienne exceptionnelle de la trempe de Kathryn Bigelow, ça ne vous empêche pas d'avoir des bâtons dans les roues. D'abord, elle a failli réaliser le film d'action et de braquage Triple Frontière, avant de céder le poste à J.C. Chandor, et que le film sorte sur Netflix. Ça lui a ouvert des portes puisqu'elle s'est alors lancée dans un autre projet avec la plateforme en 2022, l'adaptation du roman Aurora de David Koepp, le scénariste de Jurassic Park, Spider-Man et Panic Room, entre autres. Le livre racontait l'histoire d'une mère tentant de protéger son fils après une tempête solaire et une catastrophe mondiale. Un film de science-fiction d'anticipation aux 4 coins du monde qu'elle a finalement abandonné et que Netflix a carrément annulé en 2024. Heureusement pour nous, c'était pour lui confier A House of Dynamite, donc le film qui nous intéresse aujourd'hui. Le pitch est très simple et efficace. Lorsqu'un missile de provenance inconnue est lancé sur les États-Unis, une course s'engage pour déterminer qui est responsable et comment réagir. Kathryn Bigelow nous plonge alors dans une course contre la montre effrénée où elle explore à travers le scénario de Noah Oppenheim, scénariste de Jackie notamment, comment réagirait la chaîne de commandement américaine dans une telle situation. Et à vrai dire, elle n'a pas beaucoup le temps de réfléchir cette chaîne de commandement, puisque sa réaction, elle doit la faire précisément en 19 minutes pour stopper l'arrivée de ce missile nucléaire avant qu'il ne s'écrase et détruise une ville américaine. Attendez, mais qu'est-ce qui m'a... Ah mais non! Tout va bien, c'est juste l'alarme pour me rappeler de m'abonner à écran large. Ça ne prend que quelques clics sur ordinateur ou sur mobile pour s'abonner et je vous le conseille parce que ça ne coûte aussi que quelques euros. Ça vous donne accès à plein d'articles exclusifs et de notre côté, ça nous permet de continuer à vous faire des vidéos comme celle-ci avec ce genre d'effets spéciaux incroyables. Le lien pour l'abonnement est dans la description. Bref, pour en revenir à A House of Dynamite, histoire de vous donner mon avis rapidement avant d'aller plus loin, je l'ai trouvé vraiment très réussi. À la fois étouffant, émouvant, palpitant, stressant et passionnant thématiquement. C'est un film d'une efficacité hors pair qui risque de diviser et agacer, mais ça, j'y reviendrai dans un second temps. Autant dire que mes attentes ont donc été comblées et que Kathryn Bigelow montre qu'elle est toujours bien la patronne d'Hollywood dans le genre cinéma militaro-politique plein de tensions. Vous l'aurez d'ailleurs compris, j'adore le cinéma de Kathryn Bigelow et Strange Days est peut-être mon film préféré de sa filmographie. D'ailleurs à ce sujet, je vous conseille de jeter un œil à la vidéo de Déborah. Mais pour être honnête, j'aime encore plus le tournant qu'elle a pris en 2009 avec Des mineurs et notamment sa mise en scène beaucoup plus intense et viscérale. En utilisant de multiples caméras avec un style à l'épaule et des objectifs 16 mm, elle parvenait avec Des mineurs à donner une perspective ultra immersive, jonglant en permanence entre le micro et le macro, la fiction et le quasi-documentaire, pour nous faire ressentir la tension des personnages et la dangerosité de leur mission tout en nous plongeant dans leur environnement. Un changement dans sa manière de filmer qui a rendu, pour moi, ces films encore plus captivants et surtout éprouvant. Avec Zero Dark Thirty par exemple, elle n'utilisait plus de caméra 16 mm mais jouait toujours sur un rendu plus naturaliste, authentique, toujours à la limite du documentaire, notamment lors de la scène finale du raid dans la maison d'Oussama Ben Laden. Et puis pour Détroit, elle jouait tout autant avec sa mise en scène très sensorielle et immersive pour nous enfermer en tant que spectateurs dans l'horreur vécue par les personnages afro-américains, surtout lors de l'épisode Asphyxion du motel Algier. Tout ça pour dire que j'avais très envie qu'elle conserve cet aspect-là pour A House of Dynamite. Je veux dire cette mise en scène qui nous étouffe, nous place aux côtés des personnages, etc. Et sans surprise, c'est totalement le cas. En suivant en temps réel cette histoire de missile nucléaire se dirigeant vers les États-Unis, elle choisit de s'appuyer sur ce style caméra à l'épaule, zoom-dézoom et multicaméra pour capturer l'atmosphère des différentes pièces où se joue l'incident avec un ultra réalisme. Barry Ackroyd, c'est son chef opérateur sur le film, qui a déjà travaillé aussi avec elle sur Des mineurs et Détroit, l'explique d'ailleurs dans le dossier de presse du film. Ils avaient 4 caméras pour tout filmer, en temps réel et en simultané, sur les différents plateaux de tournage principaux. Le moyen de ne rien louper, des réactions des personnages, de capturer une spontanéité dans les échanges, dans les mouvements, les réactions, et rendre cette situation fictive au plus proche
de leur réalité. Et je pense que ce qui rend le film particulièrement fort et haletant, c'est justement son authenticité incroyable. Bien sûr, il y a un travail phénoménal qui a été fait sur les différents décors du film recréés par le chef décorateur Jeremy Hindle, à l'identique ou presque. Mais au-delà de cette acuité artistique, il y a eu une recherche terriblement poussée de Bigelow et ses équipes pour construire un scénario tangible, au plus proche de la vérité. Les différentes étapes de réaction de la chaîne de commandement au cœur du film reposent en grande partie sur le conseil de nombreux experts mobilisés sur les différents plateaux de tournage, quasiment en direct, que ce soit Daniel Karbler, un ancien chef d'État du Stratcom, le commandement stratégique des États-Unis, Doug Lutt, un ancien représentant permanent des États-Unis auprès de l'OTAN, ou Larry Pfeiffer, qui fut directeur principal de la salle de crise de la Maison-Blanche. Alors je n'ai jamais travaillé dans la sécurité nationale des États-Unis, comme vous vous en doutez, mais on ressent dans la manière dont réagissent les personnages le travail impressionnant opéré pour conférer au film cette justesse, cette sincérité, ce besoin inévitable d'exactitude dans les faits pour que le film soit crédible aux yeux des spectateurs. Et donc, vu son propos, particulièrement alarmant. Alarmant à la fois parce qu'il raconte une situation désespérée où l'Amérique est sur le point d'être frappée par un missile nucléaire, mais aussi et surtout parce que la machine si bien huilée de la défense américaine pourrait bien s'enrayer à tout moment. C'est ce qui est le plus terrifiant dans A House of Dynamite, et en même temps le plus bouleversant. La manière dont Kathryn Bigelow parvient à filmer à la fois les enjeux internationaux d'un tel incident, la panique interne qui découle de la situation et la part intime inévitable qui se cache derrière toute cette bureaucratie. Le scénariste Noah Oppenheim le raconte très bien dans le dossier de presse du film. La chose que personne ne peut anticiper, à mon avis, c'est le comportement des gens dans la réalité, plutôt que pendant un exercice. Dans des conditions réelles, est-ce que quelqu'un va rester à son bureau et faire ce pour quoi il a été formé? Ou est-ce qu'il va vouloir passer ce qui pourrait être les derniers moments de la civilisation humaine avec ses proches? Grâce à sa mise en scène proche des personnages, Bigelow parvient donc en quelques plans, quelques phrases, quelques gestes, de petits détails, notamment une figurine de dinosaure, une histoire de sucre dans un café, à caractériser tous ces personnages et donc les rendre émouvants ou tout simplement humains. Et c'est évidemment primordial ici, puisque même si le film repose sur l'urgence et un point de départ suffisamment accrocheur pour nous embarquer, Bigelow ne pourrait pas déclencher d'émotions, de ressentiments, sans que, en tant que spectateur, nous nous retrouvions un peu à travers les personnages, leurs réflexions, leurs inquiétudes, leur dévouement. Alors bien sûr, ça joue beaucoup d'avoir un casting aussi impressionnant. Et à ce petit jeu, je trouve que Rebecca Ferguson, Tracy Letts et surtout Gabriel Basso sont vraiment excellents dans le film. Mais sans la mise en scène, la qualité du travail de reconstitution et le scénario explorant cette machine bureaucratique et ses rouages très humains, ce qui est assez paradoxal dans l'idée, A House of Dynamite ne marcherait tout simplement pas aussi bien que prévu. Tout ça pour dire que personnellement, je trouve A House of Dynamite vraiment excellent, mais ça ne m'empêche pas d'être persuadé qu'il va énormément diviser sur un point très précis. Attention donc, pour le reste de la vidéo, je vais être obligé de rentrer un peu plus dans les détails narratifs du film. Si vous ne voulez pas vous spoiler, allez directement à la fin indiquée en timecode, quelque part sur l'écran, si notre cher monteur Mathias n'oublie pas de le faire. Premièrement, il y a la construction du récit que je n'ai pas encore évoqué. Le film est coupé en 3 parties qui racontent le même événement à travers 3 points de vue différents. En gros, c'est une sorte de Rashomon en pleine crise nucléaire, qui va monter progressivement en grade hiérarchique. La première partie se passe globalement dans une base militaire de défense antimissile américain et dans la salle de crise de la Maison-Blanche. La deuxième partie se passe dans la salle de Stratcom, qui contrôle l'arsenal nucléaire du pays, et dans le bunker de la Maison-Blanche. Et enfin, la troisième partie suit surtout le secrétaire de la Défense et le président des États-Unis, incarné par Idris Elba. C'est une façon pour le film de raconter la même chose avec une vision plus globale de la situation, tout en filmant des réactions et éléments différents en fonction des personnages mis en avant dans chaque partie. Je trouve personnellement que c'est un choix audacieux et judicieux, qui fonctionne très bien narrativement et qui n'est jamais répétitif malgré la répétition, de facto, de la même crise nucléaire en cours. En revanche, ça ne m'étonnerait pas que ça puisse ennuyer certains spectateurs. Mais plus important encore, et c'est là que je veux en venir, alors attention spoiler encore, chaque partie s'arrête juste avant que le président américain décide de sa réponse à l'attaque qui touche les États-Unis. Concrètement, pendant tout le film, les personnages et les spectateurs se demandent qui attaque les États-Unis, si ce missile est bien réel, s'il va bien détruire la ville de Chicago, et si oui, quelles seront les conséquences, quelle sera la réaction du président, des autres pays, etc. Autant de questions auxquelles Kathryn Bigelow décide de ne pas répondre et qui va donc créer une frustration chez certains, c'est évident. C'est déjà un peu ce qui est ressorti depuis la sortie du film au cinéma aux États-Unis, début octobre, sur les réseaux sociaux. Je peux le comprendre sur le principe, et en théorie, moi aussi j'aurais bien aimé avoir un pur film de fiction très hollywoodien, avec des explosions, une guerre nucléaire qui se déclenche, un monde dévasté, etc. Mais je trouve ça particulièrement agaçant, voire inquiétant, qu'une bonne partie des spectateurs
deviennent de plus en plus réfractaires à ce genre de choix narratif. C'était déjà le cas récemment avec d'autres œuvres comme la série Adolescence, qui n'allait pas jusqu'au procès du jeune accusé, et le film Le Monde après nous, qui finissait sans donner de réponse sur la raison de la panne de courant touchant l'Amérique. Comme ces deux exemples, House of Dynamite, il est particulièrement réussi justement parce qu'il n'offre aucune résolution. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce n'est pas le sujet. On a déjà vu des dizaines et des dizaines de films qui racontent ce genre d'histoire d'attaque nucléaire avec une fin claire et nette. Que ce soit les excellents Point Limite et Dr. Folamour, le sympathique War Games ou le très bof La Somme de toutes les peurs. Le fait que House of Dynamite choisisse de changer un peu le principe est astucieux à mon humble avis. Car le fait de ne pas donner de conclusion hollywoodienne, des explosions, une destruction massive, une revanche, etc. Ça permet d'ouvrir une vraie réflexion sur la menace nucléaire en tant que telle et notre impuissance réelle dans une telle situation. C'est un geste provocateur narrativement, notamment parce qu'il n'y a pas vraiment de méchant dans le film, hormis ce missile qui se dirige tout droit vers les États-Unis et le chaos que ça va engendrer. Ici, ce n'est donc pas la décision finale du président qui compte, mais l'infernal casse-tête qui se joue sous nos yeux, l'horreur qui mènera inévitablement à sa prise de décision, dans un cas de figure comme celui-ci, où aucune réponse ne semble la bonne. Bigelow interroge notre illusion du contrôle et de sécurité face à cette menace nucléaire qui nous pend au nez, mais aussi la manière dont cette arme de dissuasion est devenue notre zone de confort et de protection au fil des années, sans qu'on ne la remette suffisamment en question. Et au-delà, en refusant de donner une fin spectaculaire au film, elle nous tend un miroir sur notre habitude à consommer cette peur comme un spectacle plutôt qu'une réalité qui pourrait frapper à tout moment. D'où la petite phrase percutante des bandes annonces. Pas si, mais quand. D'où l'espoir qu'après le film, une vraie discussion à ce sujet naisse chez les spectateurs, grâce à l'ambiguïté de la fin, comme le racontait Catherine Bigelow à la conférence de presse du film à la Mostra de Venise. Ambiguity was very, very important to us. We invite the audience into the room, let's say Stratcom in this case, and then hopefully it's like an invitation also to decide what to do about all these weapons in a situation like this. What would we do? What would I do? What would Idris do? I think it was very important to keep it ambiguous because given the information that they had, they didn't know who launched this weapon. And they didn't know the outcome, nor do we, and we can then perhaps answer that question ourselves. And my answer would be to initiate a reduction in the nuclear stockpile, but I watched that movie and I want them all gone. How is annihilating the world, let's say, a good defensive measure? I mean, what are you defending? Well, that's my question. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, la commenter, à donner votre avis sur A House of Dynamite. Et moi, je vous invite aussi à regarder ma vidéo sur une bataille après l'autre, parce que pourquoi pas se faire un peu de pub perso. Allez, salut! Stop.